Bonjour. Bonjour. Macaron, Petit gâteau, croissant, toilette, écharpe, Rouge. maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, Abattu. Bâton. Casserole. En français. votre goûter parfumé à la langue française. Salut, soyez les bienvenus. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Et comme d'habitude, j'ai à côté de moi mon amie, ma camarade Louisa Moraes. Comment ça va, Louisa? Ça va. Et toi? Je vais très, très bien. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être à côté d'une amie de longtemps, hein, et qui fait un beau travail en ce moment. Barbara Mano, comment ça va, Barbara? Ah, bonjour. Grand merci d'avoir m'invité à participer au podcast que j'adore, que j'accompagne. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous. Merci beaucoup, mes amis. Merci à toi, merci à toi. Oui, le plaisir, c'est à nous, hein. À Ouais. nous et à nos auditeurs qui vont avoir la chance de t'écouter aujourd'hui. Oh, c'est un grand plaisir. Merci. Et bon, alors, Barbara, on commence. Qui es-tu à la queue de la boulangerie? D'accord. Bon, je suis professeure de français langue étrangère depuis 2015. Et je suis aussi apprentie professeure de portugais comme langue d'accueil aux femmes immigrées, réfugiées qui vivent au Brésil. Je fais ce travail depuis 2017 et je suis aussi activiste au sein du collectif de femmes migrantes Ciudad Terra qui se trouve dans la région métropolitaine de Belo Horizonte. Maintenant, enfin, je suis coordinatrice du cours de portugais aux femmes migrantes. Et bon, en tant que femme et professeure, je crois que je suis militante pour les droits des femmes et pour l'éducation. Enfin, c'est bon, c'est ça. Génial, génial. Oui. Alors, Barbara, raconte-nous un petit peu pourquoi est-ce que, bon, la première chose que tu as dit, n'est-ce pas, c'est que tu es prof de français. Donc, alors, pourquoi, on commence du début, alors, pourquoi tu as choisi le cours de lettres et quel était ton but à l'époque? Qu'est-ce que tu as pensé? D'accord. Bon, quand j'étais au lycée, je savais déjà que je voudrais suivre le domaine des humanités. D'abord parce que, bon, la physique était pénible pour moi. Et bon, des sujets liés aux humanités m'attiraient beaucoup plus l'attention déjà à l'époque. Mais c'était en terminale, c'est-à-dire la dernière année du lycée, que je me suis rendu compte que tous les sujets associés à cet univers de lettres m'attiraient beaucoup plus l'attention. Enfin, je considérais journalisme et lettres, mais vraiment, il y avait par exemple un bureau de journal en face de mon collège et toujours j'étais attentive aux magazines de lettres, des revues. Enfin, je pense que ça m'a attiré l'attention à ce moment, ça m'a fait apercevoir vraiment mon intérêt. Et enfin, j'ai toujours aimé la littérature et puis l'enseignement aussi. En fait, je pense qu'aujourd'hui, je peux mieux comprendre, mais disons, les phénomènes associés au langage, les phénomènes linguistiques, les phénomènes sociaux, enfin, ce qu'on peut faire avec le langage, ce qu'on peut faire avec le discours. Aujourd'hui, je comprends mieux ça, mais je pense que depuis cette époque, ça m'attirait déjà l'attention, ce travail avec le langage. Je pense que c'est ça. Mais à cette époque-là, je croyais que je suivrais un chemin entièrement différent de ce que je fais aujourd'hui. Je me pensais dans l'enseignement formel, dans les écoles, enfin. Et après, mes chemins sont changés dans la vie et c'est sur ça que je vais parler aujourd'hui. Voilà. Ah, parfait, mais tu m'as mis la puce à l'oreille parce que à quoi ça sert le langage? Tu as dit que tu as compris quelle est la fonction, qu'est-ce que c'est, mais dis-moi alors. Ah, d'accord. D'accord.
Bon, d'abord, le plus naturel, ça sert à la communication, bien sûr. Mais quand on pense au langage, ce n'est jamais simple. Ce n'est pas comme ça, de code qu'on partage uniquement, mais il y a tous les aspects culturels et sociaux. Enfin, la dynamique du langage, elle est toujours engagée à des différents propos et à des différentes manifestations. Et donc, moi, je m'intéresse au langage lié à cette idée d'interculturalité, disons. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme je travaille dans les domaines des langues étrangères, je vois comment le langage devient un outil pour la communication, mais puis pour l'intégration et plutôt pour les échanges culturels. C'est ça, je crois. Et l'éducation est vraiment très importante comme intermédiaire de ce système. Voilà. Ah, mais comme c'est belle. Ouais, c'est très bien. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et comment la langue française est apparue dans ta vie? Donc, parce que tu as dit, n'est-ce pas que ça a été, bon, les chemins, bon, c'est différent quand on arrive et enfin, ce qu'on vit, en fait, et la langue française, d'où elle vient? Bien sûr, c'est tout à fait différent. Mais bon, quand je suis entrée à la fac de lettres, je devais déjà choisir ma maîtrise au moment de mon inscription, de mon enregistrement à la fac. Et donc, je savais déjà que je voulais être diplômée en licence, je voulais être professeure déjà. Et j'avais l'option de choisir une langue étrangère de plus, c'est-à-dire je serais diplômée en licence en portugais, mais je pourrais aussi faire ce qu'on appelle la double licence pour enfin être préparée comme professeur de 2 langues. Et donc le portugais était sûr déjà pour moi. Et quand j'ai vu les options, en fait, le français m'a beaucoup attiré l'attention parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'influence entre les 2 langues, le français et le portugais. On voit beaucoup de correspondances. La racine est la même, en fait. Mais il y a beaucoup d'échanges interculturels et enfin, ce que je connaissais déjà de la littérature française, de différentes manifestations d'art, le cinéma, enfin, ça m'attirait déjà l'attention. Donc, je pensais que ce serait l'opportunité idéale d'apprendre plus profondément à la fac une nouvelle langue. Et en fait, ça m'a changé la vie complètement aujourd'hui. Mon travail et mes expériences sont complètement changées du fait d'avoir appris le français comme je l'ai appris. C'est ça. Donc, ça a été un choix nécessaire, mais qui puis a fait beaucoup de sens dans ma vie. Oui, il y a une chanson qui parle du tourbillon de la vie, hein. C'est un peu ça. On pense, on pense que on peut tout planifier, tout faire, et après, qu'on peut choisir certaines choses et les autres, la vie même, elle va nous montrer des choses on ne pourrait jamais imaginer que ce serait possible. Tout à fait. Et quand on se voit, on est déjà dans un parcours qu'on n'a jamais imaginé, hein. Exactement, exactement. Mais bon, on a discuté avant, on sait que tu as fait un échange universitaire dans le cadre du programme Minas Mundi, un programme d'échange de l'Université fédérale de Minas Gerais pour aller étudier en France, n'est-ce pas? Ouais, et comment a été cette expérience quand tu as étudié là-bas? Wow, cette expérience a été fantastique. Ça me manque tous les jours, en fait. Ça a été vraiment comme une école pour moi. Bon, d'abord, on commence notre processus d'apprentissage avant de partir. Parce que, enfin, il y a beaucoup de choses à résoudre qui nous déplacent déjà vers un autre milieu, une autre culture, un autre système, n'est-ce pas, de fonctionnement des choses, même pour faire des questions pratiques, enfin, pour mener toutes les procédures nécessaires. Bon, ça commence déjà avant de partir, mais quand j'y étais,
Wow, ça a été magnifique pour moi. Je pense que l'immersion fait toute la différence pour l'apprentissage. Être vraiment en France, participer vraiment à la dynamique de la vie française et en plus de la manière dont j'ai participé, parce que j'ai vécu avec une famille française, j'ai vécu dans la banlieue de Paris et ça a changé complètement mon expérience parce que les relations là-bas étaient plus libres, disons. Il y avait vraiment un échange très riche parmi les voisins et parmi cette communauté. Et les personnes qui vivent à cette ville, la ville s'appelle Montreuil, à l'est de Paris. Cette ville est formée surtout par des immigrés, en fait, et aussi par des artistes. Donc, je pense que quand j'étais là-bas, mon processus d'apprentissage était vraiment celui que j'avais à la fac, l'apprentissage formel, mais aussi cet apprentissage de la vie quotidienne, de la langue familière, du langage courant et des expériences liées vraiment à des relations humaines et à des arts aussi. J'ai eu l'opportunité d'aller à beaucoup d'expositions d'art, beaucoup de pièces de théâtre, parce que je recevais les invitations. Tout le monde travaillait dans ce milieu, donc ça a été fantastique. Ah, Non, mais j'adore. c'est génial, ouais. Ça a été génial. Et puis, dans la fac, j'étais inscrite dans un département, le département d'enseignement de français langue étrangère. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon expérience de prof parce que j'ai beaucoup appris par rapport à ça, à des questions didactiques et pédagogiques. Et je crois que c'est ça. Et en plus, j'ai beaucoup appris à valoriser nos universités publiques parce que quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu que notre enseignement au Brésil est vraiment merveilleux et il compte avec des personnes vraiment préparées pour ça. Et voilà, c'est ça. Ce qu'on vit à l'université publique aussi nous prépare pour vivre à n'importe où, je crois. Enfin, c'est d'une richesse immense. Ouais, tout à fait. Et ce côté humain, de rapport humain, de relation et tout, c'est une chose qu'on ne peut pas mesurer, hein. C'est impossible de mesurer, ouais. On vit, on sent et même pour expliquer, parce que ça, c'est une chose que ça fait partie de l'échange, mais c'est une chose, enfin, complètement différente, n'est-ce pas, qui apporte, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très, très riche, n'est-ce pas? Exactement. Et parce qu'en fait, ça nous fait penser à nos impressions par rapport aux autres, ça nous fait réfléchir par rapport à ce nouveau modèle de vie, mais comme ça, on réfléchit beaucoup à nous-mêmes. Parce que en face de l'autre, on se reconnaît beaucoup plus, je crois. Et donc, c'est vraiment, comme tu as dit, on ne peut jamais mensurer ça. Voilà. Quand on va faire un échange universitaire, parfois on pense qu'est-ce qu'on va étudier là-bas, quel est l'objectif académique et tout. Mais je pense que toujours l'objectif humain, il va au-delà des objectifs académiques, hein, parce que c'est une expérience humaine, c'est pas seulement une expérience académique, hein. Dans tous les sens, c'est préparer pour le voyage, chercher un logement, parler avec des gens qui ne parlent pas notre langue maternelle, et tout, hein, chaque étape, c'est un défi, hein. Il n'y a rien facile. Exactement. Ouais. Tout à fait. Et moi, je me souviens d'une amie elle est, en fait, moi, je trouve très, très rare, hein. C'est une amie qui, en fait, on sait elle fait des recherches, elle est super, elle va vers son but, enfin, professionnel, mais c'est justement une personne rare parce qu'elle est toujours consciente que ça, c'est un côté, ses voyages, ses échanges sont toujours liés au voyage, à l'expérience. C'est quoi? Guimarães Rosa, un peu, hein, le parcours.
C'est super, ouais. Et ouais, et quand je dis que mon processus d'apprentissage a commencé beaucoup plus avant de partir, c'est parce que j'ai réussi la sélection de Minas-Monge, le programme justement, plus d'un an avant de partir. Et puis, bon, j'avais le temps de tout préparer et en fait, je l'ai fait. Mais j'ai eu un petit problème par rapport au logement parce que j'avais fait ma demande de logement dans les temps prévus. Et puis, il y a eu quelques changements administratifs à l'université. Et on a complètement oublié de répondre à des demandes, pas uniquement la mienne, mais de tout le monde de cette période. Oui, c'est vrai. Donc, je comptais d'être dans les logements universitaires à l'époque. Et puis, un mois avant de partir, après envoyer beaucoup de mails à l'université, j'ai reçu une réponse négative en justifiant que ces changements administratifs on laissait passer les demandes et qu'il n'avait plus de place pour moi. Je pensais que c'était seulement avec toi, mais non, c'est toutes les personnes à l'époque. Toutes les personnes, bon, les étrangers plutôt, parce que je me rappelle, la majorité de places étaient destinées aux Français qui venaient d'autres régions de la France, qui n'habitaient pas à Paris. Et donc, on a complètement oublié les demandes de logement. Et donc, j'ai découvert ça comme un mois avant de partir en échange. Et tout était prêt déjà. Et je devais aller au consulat français à Rio. Et parmi les documents nécessaires, je devais présenter justement mon attestation d'adresse qu'à l'époque, je n'avais pas. Et donc, à ce moment, j'ai dû me lancer sur Internet, chercher tous les moyens possibles de m'héberger là-bas. Et comme ça, j'ai développé beaucoup mon vocabulaire par rapport à des questions immobilières. Donc, c'est de l'apprentissage dont Adrienne a parlé, n'est-ce pas? Qu'au début, on n'imagine même pas, mais finalement, enfin. Et à la limite de partir à Rio, j'ai dû envoyer un mail, un courriel à la fac en disant que je risquais de perdre mon échange en raison de ces problèmes administratifs. Et on m'a mis en contact avec une Française qui avait posté une petite annonce d'une chambre chez elle parce que sa fille était au Brésil en échange. Donc, la chambre était libre. J'ai essayé le contact avec elle. Et malheureusement, elle avait déjà loué la chambre, mais elle m'a mis en contact. Ouais, quelle aventure. De mes aventures, en fait. Et finalement, elle m'a mise en contact avec une amie à elle qui avait une grande maison, comme j'ai dit, à la banlieue de Paris, qui n'avait jamais loué une chambre chez elle, mais qui m'a immédiatement acceptée, en fait. On s'est donné rendez-vous une fois sur Skype. On a eu une connexion inexplicable et même avec la première qui a fait ce pont, qui a été l'intermédiaire. J'ai déjà la chair en poule. Hein? Moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois, mais ça me rend toujours comme ça. Et bon, elle m'a mis en contact et toutes les deux ont été si généreuses avec moi et si ouvertes à m'aider, même sans me connaître, en fait. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes des grandes amies. Je les adore. Et je pense que ça a été le premier moment où cette question de l'accueil m'a tellement touchée. Vous voyez, parce que vraiment, je partais dans une condition de privilège. J'avais participé à un programme d'échange, donc j'avais cette bourse. Enfin, c'était tout différent. Mais j'ai senti la peur de n'avoir pas où vivre, où habiter. Et j'ai reçu comme réponse cet accueil immense que je pense qu'il m'a guidée dans mon chemin. Après, je ne sais pas, il y a des choses qui nous inspirent à vouloir faire le même pour les autres. Enfin, c'est ça. Ah, c'est parfait. Donc, oui, en fait, j'imagine le stress à l'époque de
de Wow! tout chercher et les choses ne marchent pas et tu cours après, les choses ne marchent pas et quand ça marche d'une manière Ouais, merveilleuse comme ça. c'est Ça a valu la peine à la fin. Ça a valu la peine, ça a valu la peine et ça m'a beaucoup appris en fait. Je travaillais toute la journée, Adriane, et je passais la nuit à chercher des immeubles, à chercher des studios, à chercher de la place. Oh, c'était du stress, mais finalement, ça m'a conduit à un chemin beaucoup plus beau, à un cadre de vie beaucoup plus riche là-bas, je crois. Donc, il t'a dit, tu viens de dire que cette expérience, cet accueil que tu as reçu là-bas a changé ton regard. Et on a l'habitude de demander ça même aux gens qui ont eu ce type d'expérience. Euh, donc, aujourd'hui, tu travailles, tu accueilles les migrants, les migrantes, proprement dit, Mhm. au Brésil. Donc, tu penses que cet accueil que tu as eu en France, cette expérience, elle t'a mis dans cette route ou elle a mis cette pensée dans ta tête de quelque manière? Tout à fait. Au moins, elle a beaucoup contribué parce que dans ma vie, j'ai déjà été migrante plusieurs fois parce que ma famille déménageait beaucoup quand j'étais enfant. Donc, la question du sentiment d'appartenance m'a toujours beaucoup touchée, vous voyez. Donc, toujours ce processus d'adaptation, ça me faisait penser, même enfant, même sans bien comprendre les choses, c'était toujours une question pour moi. Et quand je partis en échange, ça a été beaucoup plus fort. Et j'ai eu vraiment cet accueil immense qui a comme allumé quelque chose dans moi. Et quand je suis retournée, j'ai commencé à donner des cours de français au cadre du CENEX. Et je commençais à faire beaucoup plus attention aux étudiants immigrés à la fac parce que le FMG a des accords avec des universités étrangères, surtout de l'Amérique centrale et de l'Afrique. Et je remarquais qu'il y avait beaucoup d'immigrés francophones à la fac, mais qu'ils formaient comme une communauté un peu détachée du reste de l'université. Et quand j'ai vu ça, ça m'a rendu un peu triste parce que, par exemple, les cours de français, cette communauté qu'on formait en tant que prof de français était vraiment magnifique. On avait de bons échanges et il y avait ces groupes qui étaient toujours éloignés. Et donc, je pense que la première expérience vraiment je ne sais pas si je peux dire d'accueil, mais la première expérience de partage avec des immigrés au Brésil, c'était à ce moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu 3 éditions dans le Festival de la francophonie qui Oui. a été Oui, merveilleuse. Et dans la dernière édition, j'étais engagée à l'organisation et j'ai eu cette idée d'inviter ces étudiants francophones à participer au festival et à faire leurs expositions et présentations. Et finalement, ça a été vraiment très riche pour nous, surtout pour nous parce qu'on a vu beaucoup de manifestations culturelles et ça poussait très fortement. Ça a été un moment vraiment inoubliable pour moi. Et après ça, quand j'étais à la fin de la fac, j'ai eu l'occasion de faire un cours, faire une discipline de portugais comme langue étrangère. Et c'est la première fois que je commençais à réfléchir sur ce mouvement contraire, parce que je donnais déjà des cours de français depuis 2015, depuis mon retour de l'échange. Aux Brésiliens, je donnais des cours de français aux Brésiliens, mais ce mouvement contraire de donner des cours de portugais aux immigrés, aux réfugiés, euh, c'est quelque chose qui a tout à fait à voir avec ce que je faisais déjà et qui pouvait m'apporter beaucoup d'apprentissage, mais qui pouvait aussi me permettre de donner des contributions, disons, à la société, parce que finalement, j'étudiais dans une université publique, j'ai beaucoup appris, enfin. Et donc, quand j'ai eu cette expérience, quand j'ai eu l'opportunité de faire ce cours à la fin de la fac, je pensais que ce serait quelque chose d'intéressant à faire quand
quand je finissais mes études, quand je finirais mes études. Et puis, quand je finis effectivement mes études, ça a été la première chose à laquelle je pensais, chercher une institution, chercher une organisation engagée avec des causes migrants et réfugiés pour pouvoir vraiment offrir mon service, mon travail avec quelque chose que je domine. Ouais, non, Ouais. mais c'est Oui. génial. Et une chose que tu as dit, Barbara, qui m'a fait penser, en fait, je pense que tu voyais les étudiants migrants étrangers à OFMG qui faisaient des petits groupes entre eux et tout. Mais je pense que le fait d'être étranger crée déjà un groupe. Hein? Par exemple, quand j'étais en France, je parlais beaucoup plus avec des étrangers qu'avec des natifs, des Français, des Parisiens, par exemple. Parce qu'il y a déjà un point qui va nous unir. Nous sommes tous étrangers, donc on va se réunir dans cet aspect. Parfois, on parle avec des gens qu'on ne parlerait jamais si on était dans notre pays. Des gens de notre pays même, parfois de notre ville. On n'a pas beaucoup de choses à voir, pas des intérêts en commun. Pas, en premier regard comme ça, on n'a pas d'intérêt en commun. Si on était dans notre ville, on ne se parlerait pas, on ne ferait pas partie du même groupe. Mais comme nous sommes étrangers, on va se mettre ensemble parce que il y a ces points-là qui vont nous unir. Oui, ça crée un lien, n'est-ce pas? C'est comme un élément d'identification quand même. Voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai. Mais bon, et comment tu as commencé effectivement à travailler avec la langue portugaise? Portugais, comment on dit? Portugais, langue étrangère? En fait, ça s'appelle, dans ce contexte, on appelle portugais comme langue d'accueil parce que l'enseignement et l'apprentissage de langue aux immigrés et réfugiés considèrent beaucoup d'aspects liés à la vie quotidienne, d'aspects qui sont très subtils par rapport, par exemple, à la documentation, à l'adaptation, à l'établissement, aux droits et devoirs dans le pays. Donc, quand on pense à ces groupes d'élèves et d'étudiants, on voit les gens qui sont arrivés au Brésil dans des différentes conditions de vie. La majorité d'eux sont venus de processus de déplacement forcé, en fait, en s'enfuyant de guerre, comme le réfugié, ou peut-être de crise environnementale dans leur pays d'origine. Enfin, il y a des différentes raisons qui poussent une personne, une famille à migrer. Et parfois, quand ils arrivent au pays d'accueil, ils arrivent sans connaître effectivement comment ça marche le système politique, social dans ce pays. Il y a ce déplacement qui est physique, mais plutôt symbolique. Et donc, quand on pense à l'accueil, il faut penser en fait à tout ce qu'on peut faire pour promouvoir ou sinon pour assurer une vie digne comme société d'accueil. Et je crois fortement, comme des personnes qui travaillent avec moi ou comme moi, que la langue est vraiment un outil essentiel pour promouvoir cet accueil, mais un outil, parce que parfois, en n'ayant pas quelques politiques publiques, même si le Brésil se positionne comme un pays ouvert aux immigrés, en n'ayant pas ça, parfois, on essaie de dire que l'apprentissage de langue est quelque chose qui dépend des sujets déplacés, qui est comme une obligation pour qu'il soit adapté au nouveau pays. Et en fait, on pense que ça doit être de plus en plus considéré comme une partie essentielle de toutes les politiques publiques qu'on doit penser comme pays, comme société pour recevoir ces groupes de personnes. Et donc, c'est ça, on dit portugais comme langue d'accueil parce que ça fait partie de tout ce qu'on peut faire comme société pour assurer la démocratie et enfin l'intégration humanitaire de ces personnes dans notre société. Ouais, que c'est beau, mon Dieu. Et là, tu as dit que
que quand tu es rentrée, n'est-ce pas, de la France, avec tout ce regard-là changé, n'est-ce pas, qui cette expérience nous apporte, bon, t'a apporté, et que tu as cherché un collectif, n'est-ce pas, pour travailler, et c'était juste le Colectivo Mulheres Migrantes à l'époque, c'était déjà? Pas vraiment. Ça a été un long chemin. Bon, quand je suis arrivée, je fais encore comme 2 ans et demi de cours de... Enfin, la fac a duré encore 2 ans et demi. Et quand je finis la fac, je suis sortie en cherchant déjà une institution et j'ai trouvé une institution à Belo Horizonte qui est responsable pour l'accueil humanitaire des immigrés et des réfugiés ici dans la région métropolitaine de Belo Horizonte. Et à l'époque, cette institution avait un projet spécifique. C'était un projet comme embryonnaire encore, mais qui était destiné aux femmes victimes de violences. Et donc, ce projet était attentif à la situation de vulnérabilité de ces femmes et faisait un effort collectif pour cette réintégration sociale de femmes. Elles vivaient dans quelques abris à l'époque, des abris pour les femmes à Belo Horizonte. Et quand je les ai cherchés, on m'a invité justement à contribuer avec ce côté important qui est la langue et aller dans les abris pour donner des cours particuliers de portugais à ces femmes. Donc, j'ai commencé comme ça. Je fais ce travail, je pense que tout au long d'une année, je crois. Et puis, ce projet, il n'a pas survécu dans l'institution et il a pris une indépendance. Et dans la rencontre de personnes qui participaient déjà à ce projet, avec quelques femmes immigrées et réfugiées qui avaient déjà un travail très important ici à Belo Horizonte, un travail artistique, un travail d'engagement des femmes, on a formé le collectif Ciudaterra en 2017. Ce projet est devenu autonome et s'est configuré peu à peu en prenant la forme du collectif Ciudaterra, le collectif où je travaille aujourd'hui. Et ma participation dans le collectif depuis le début était celle d'idéaliser un cours de portugais pour des femmes migrantes. Et en fait, comme je faisais à l'époque ce travail particulier avec les femmes, ce travail individuel, j'ai reconnu que je suis arrivée à une limite, que finalement, moi, je pouvais contribuer comme prof, mais pour ces femmes, ce serait beaucoup plus riche la rencontre avec d'autres femmes qui avaient vécu des situations similaires, qui étaient aussi immigrées, parce que, comme Adrienne a dit, il y a depuis le début ce lien, cette identification. Et dans leur cas, il y avait aussi la question enfin, de la vulnérabilité, des violences qu'elles avaient vécues. En fait, c'était le moment précis, le moment idéal pour penser à des petits groupes et pour créer quelques classes de portugais comme langue étrangère, où le collectif serait la nouvelle, comme je veux dire, ambiance pour ça. Ça a été un peu comme ça mon début. Ah, c'est très beau, hein? Et même ces processus même de création, c'est partie de la réalité même, hein, c'est pas d'un besoin personnel et collectif, qui est devenu collectif, hein? Plusieurs besoins personnels qui se rassemblent, on peut dire un peu ça. Et quelles sont les origines de ces femmes que vous accueillez aujourd'hui dans le collectif Mulheres Migrantes? Bon, ce sont de diverses origines. De plus en plus, notre groupe s'amplifie, en fait. Soit les groupes de femmes qui sont comme les nucléos du collectif, donc ils deviennent de plus en plus divers, mais aussi les femmes qui sont accueillies par les cours de portugais et des autres actions du Ciudaterra. Bon, en fait, juste pour vous expliquer un peu, le collectif a commencé ses travaux en 2017 comme un mouvement social autonome et tout ça. Et il a commencé, comme je vous ai dit, de cette rencontre de femmes
qui ont choisi la région métropolitaine de Belo Horizonte pour y vivre, y créer, y transformer, enfin. Il y avait déjà des femmes engagées à ces projets de réintégration des femmes, mais aussi quelques femmes migrantes qui sont des artisanes, qui sont de porte-parole des questions féministes et des femmes immigrées ici à Belo Horizonte, qui ont commencé à penser au format du projet. Le collectif présente, il a aujourd'hui quelques actions qui sont très articulées, mais qui mènent des activités spécifiques. Donc, quand je suis entrée au collectif, j'étais la responsable pour penser au cours de portugais, mais il y a aussi un groupe qui est responsable pour la génération de revenus et d'emplois. Il y a un groupe responsable pour la formation sociopolitique. Donc, on fait par exemple des ateliers avec des femmes immigrées et réfugiées pour expliquer un peu les droits, les devoirs ici au Brésil. Mais par contre, on participe aussi à tous les cercles de débat publics qu'on a l'opportunité de composer ici dans la région métropolitaine pour penser à des politiques publiques. Donc, il y a cette préoccupation avec la représentativité aussi des femmes immigrées et réfugiées dans ces espaces de débat et de pouvoir. Il y a aussi la communication parce que depuis le début de la pandémie, cette vie virtuelle est beaucoup plus large. Et donc, enfin, notre fenêtre sont les réseaux sociaux. Donc, il y a tout un investissement à ça. Enfin, nous avons quelques champs d'action, disons, et on essaie d'articuler tout ça. Le cours de portugais, comme un cours, a commencé à être pensé en 2018 et à ce moment, j'avais déjà l'aide d'une autre prof qui a commencé ce travail avec moi. On a trouvé un partenaire qui a été le CRJ en portugais, les centres de référence pour la jeunesse au centre-ville. On nous a offert une salle de classe et au centre-ville, c'est spécial parce que les femmes viennent de différentes régions, de différents côtés de la région métropolitaine de Belo Horizonte et donc avoir cet accès aux moyens de transport public était important. Et on a commencé notre travail dans cette logique de classe, de groupe, au début de 2019. On avait 4 élèves. Et dans le deuxième semestre, ça a devenu 9. Et donc, au début, il y avait dans les groupes les haïtiennes, les vénézuéliennes. Puis, il est arrivé les colombiennes, une syrienne. En 2020, nous avions déjà 12 élèves au début de 2020. Mais la pandémie est arrivée comme un très, très grand défi. Et au premier signe du confinement, on a décidé de faire une réunion pour penser à une adaptation parce que, en fait, on reconnaît que pour ces femmes qui accompagnent le cours de portugais, le cours de portugais n'est pas uniquement une opportunité d'apprendre la langue, mais pour beaucoup d'elles, c'est le seul espace de socialisation. Au-delà de l'ambiance domestique, au-delà de la vie familière. Donc, on a reconnu ça et on s'est décidé de continuer de la manière qu'on pouvait à l'époque. Et en partant vraiment des ressources de ces femmes, on a fait le cours de portugais sur WhatsApp dans le premier semestre de 2020. Parce que c'était la possibilité vraiment de conduire les cours et de les maintenir avec nous. À la fin, quelques-unes suggéraient déjà les vidéos comme Zoom, d'autres outils comme Zoom. Et on ne voulait pas que ça deviendrait un moyen de les partager, pas par niveau de langue, mais par accès à des outils, à des ressources financières. Donc, quand on a pensé au cours pour le deuxième semestre de 2020, on a décidé de d'abord créer une campagne et à ce moment, on avait déjà 5 profs avec nous, de les partager dans des différents groupes
en accord avec le domaine de la langue portugaise, soit parce qu'elle vivait déjà très longtemps au Brésil, ou sinon en raison des expériences individuelles de chacune et collectives. Donc, on a créé 4 groupes de différents niveaux de langue. On a fait une campagne pour recevoir quelques appareils et aussi pour des données d'Internet aussi. Et comme ça, on a pu restructurer notre cours et à ce moment, on a reçu des inscriptions de partout dans le Brésil, même des pays de l'Amérique latine, parce que quelques femmes étaient en train de venir au Brésil quand elles ont découvert les cours, donc on les a acceptées, bien sûr. Et donc, la diversité était déjà plus large de nationalités. On a reçu 50 inscriptions pour le deuxième semestre de 2020. Et ça a été un défi pour nous parce que nous étions 5 professeurs et on avait beaucoup de rôles à accomplir dans les cours. Donc, on donnait des cours, on préparait des cours, on corrigeait des activités et puis on pensait à des ateliers et la communication quotidienne parce que pour elle, c'est très important d'être en contact constant avec la langue. Et pour 2021... Et même de donner un cours sur WhatsApp, n'est-ce pas? Parce que c'est déjà un grand défi, n'est-ce pas? Ouais. C'est ça que j'ai compris. Exactement, mais à ce moment, comme on a pensé à cette campagne, on a pu aussi faire cette adaptation. Le cours est devenu... il a un peu changé, donc on a commencé à utiliser Zoom comme base pour les cours. On avait encore des limitations parce qu'après 40 minutes, tout tombait, on devrait recommencer, tout ça. Ouais. Mais on utilisait encore WhatsApp pour une communication quotidienne. Donc, les cours étaient déjà sur Zoom à ce moment, mais le WhatsApp était important pour les activités et la communication fréquente. Quand même, on a eu beaucoup de travail, ça a été merveilleux, mais on a reconnu à ce moment qu'on devrait ouvrir à des nouvelles volontaires, enfin. Et donc, on a fait un appel pour à de nouvelles volontaires avant d'ouvrir les inscriptions pour les cours en 2020. Et ça a été fantastique parce qu'on a reçu autant de femmes intéressées à être volontaires avec nous qu'on a pu créer des différentes actions dans les cours de portugais. On a créé un groupe de professeurs, un groupe de tutrices pour accompagner les profs et corriger les activités, un groupe de femmes pour penser à des ateliers, des thèmes spécifiques, normalement associés à des questions féministes ou féminines, ou à des questions de vie, même pratiques au Brésil, comme la documentation, l'accès à la banque, la santé, le vaccin, des choses comme ça. Et aussi un groupe pour la conversation quotidienne avec elles et pour la création aussi des contenus qu'on pourrait utiliser dans les classes, même dans les groupes de WhatsApp. Et ça a été très bien parce que cette année, on a reçu plus de 200 inscriptions dans toute l'année. En 2021. Wow. Les cours aujourd'hui, c'est incroyable. Moi-même, je ne m'attendais jamais à ça quand j'ai commencé. Parce que vraiment, on était toujours limité par des limites physiques, n'est-ce pas? Je pense que, la pandémie a été terrible dans des différents aspects et quand on voit aussi et on vit aussi parmi des groupes vulnérables, ça, c'est tous les jours une question difficile à contourner. Mais quand même, dans cet aspect, on a aperçu la phrase qui définit notre collectif gagner beaucoup plus de sens. On dit que nous, les collectifs, nous sommes une terre fertile sans frontières. C'est ça notre phrase. Et à ce moment, très belle. La vie virtuelle nous a permis de reconnaître ça parce qu'on a pu atteindre beaucoup plus de femmes. Et maintenant, les nationalités sont vraiment diverses. Tout ça,
je fais ce grand tour du monde pour pouvoir répondre à la question d'Adrienne. Aujourd'hui, vraiment, c'est divers. On a plutôt des Vénézuéliennes, des Colombiennes, des Haïtiennes dans notre cours. Mais il y a aussi d'autres nationalités de l'Amérique du Sud, comme des Péruviennes, il y en a beaucoup. Ou même quelques femmes d'autres côtés, comme une Nigérienne, parfois des Congolaises. Enfin, et c'est vraiment très riche cette expérience de partage. Bon, une chose que tu m'avais pensé, c'est sur le budget. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des sponsors? Il y a des politiques publiques? Parce que je pense que ça demande quelques, comment je peux dire? Quelques bases économiques, hein, ça demande de l'argent quand même pour faire des choses comme ça. D'où vient cet argent? Vous avez des sponsors? Comment ça marche? Le collectif est un projet à but non lucratif. Du coup, tout le monde qui travaille ne reçoit pas d'argent pour ça. Nous sommes tous des volontaires, quoi. Mais bien sûr que le projet a besoin d'argent pour se maintenir. Donc, avant la pandémie, on avait quelques stratégies pour ça. On comptait d'abord sur les travaux des femmes migrantes qui composent le collectif. Ce sont normalement des femmes artisanes, cuisinières, et elles participaient très souvent à des événements culturels partout dans la ville, dans la région métropolitaine. Et c'était des événements organisés par des institutions diverses comme les universités ou sinon par les propres collectifs. Elles s'inscrivaient à ces événements à partir du collectif, donc elles avaient leurs travaux diffusés par le collectif. Et par contre, 10% de ce qu'elles gagnaient dans leurs ventes étaient convertis à des revenus pour notre projet. C'était une première manière d'avoir de l'argent. Mais aussi, on continue à participer à quelques appels publics. Parfois, il y a ce genre d'appels pour offrir de soutien à quelques projets sociaux qui, présentent un profil engagé. Et quand on voit que le profil cherché à avoir avec nos actions, on soumet un projet. Parfois, nous avons même des résultats très heureux. À ce moment-ci, par exemple, on vient de conclure un projet, nous sommes en train de conclure un projet qui s'appelle en français Art et sororité sans frontières. C'est un projet destiné à diffuser les histoires de vie et les travaux des femmes artistes. On vient de créer un site, mais je veux mieux parler de ça après. Et c'est un projet qui a été financé par un appel comme ça, un financement public en fait. Et bon, mais à partir de la pandémie, on a vécu une réalité très très difficile. On a dû mieux organiser les actions d'assistance sociale et de génération de revenus et d'emplois parce que beaucoup de familles migrantes sont entrées dans une condition de vulnérabilité sociale. Et donc, on a dû créer de nouvelles stratégies, par exemple de partenariat avec d'autres institutions pour pouvoir offrir effectivement l'assistance sociale à des différentes familles, pas uniquement de femmes, et pour promouvoir exactement ce genre d'aide, ce genre de soutien. Donc, chaque mois, par exemple, on offre des soutiens alimentaires à des différentes familles, mais on n'arrête pas de chercher des opportunités ici au Brésil pour elles. C'est vraiment très dur parce qu'on a des grandes lacunes publiques pour pouvoir recevoir ces familles ici, pour les établir ici au Brésil. Et donc, c'est très difficile. Donc, il y a aussi cet autre côté qui est le côté de pouvoir offrir de meilleures conditions de vie ou sinon pouvoir permettre que ces familles développent leurs propres moyens de développer leurs conditions de vie. Et donc, à ce moment, on compte beaucoup sur le partenariat avec les différentes institutions ou sinon des dons des personnes qui s'intéressent au projet
on croit beaucoup à ce sens de communauté qui nous maintient vivants. Mhm. Donc, c'est un travail des fourmis qu'on dit, hein, petit à petit, un peu ici, Ouh, un peu là. c'est très dur parce que Hmm. rédiger des projets, tout ça Ouais. demande beaucoup. Et Si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a les moyens de donner beaucoup d'argent à vous, vous sponsoriez, ou s'il y a quelqu'un, au contraire, n'a pas d'argent, mais a envie de travailler avec vous, comment on fait pour les deux cas? on remercie fortement si, si de nouvelles personnes s'intéressent à nous accompagner. Enfin, on remercie déjà aux personnes qui nous aident à diffuser le travail, mais si on peut venir composer nos groupes ou sinon nous aider financièrement, il y a des réseaux sociaux du collectif. C'est @Ciudaterra-Migrantes. Il y en a sur Facebook et Instagram. Et plus à la fin, je vais vous parler d'un nouveau projet, d'un nouveau site qu'on a créé, qui est aussi un moyen d'être en contact. Mais dans les réseaux sociaux, on fait toujours des divulgations parce que nous sommes toujours en activité, on participe toujours à des débats, à des conversations, on parle au public de nos réalisations aussi. Et finalement, maintenant, de plus en plus, on reprend aussi des activités présentielles. Donc, par exemple, les femmes qui travaillent dans les foires ou des marchés, qui sont des productrices indépendantes, elles reprennent de plus en plus le travail présentiel dans les événements qui ont lieu ici, dans la région métropolitaine de Belo Horizonte. Génial, génial. Oui, c'est une question. C'est pour travailler dans le collectif, c'est juste les femmes. Et pour entrer. C'est une très bonne question. Ouais. Nous considérons fortement l'aide et le partenariat des hommes parce que nous avons vraiment des grands amis ou même des compagnons qui sont dans la lutte avec nous. Mais pour mener vraiment le travail, c'est-à-dire, par exemple, dans les cours de portugais, on dit qu'il s'agit d'un cours de femmes aux femmes parce que beaucoup de questions qu'on discute sont des questions vraiment sensibles parfois à des questions de la vie des femmes, sont très spécifiques et parfois c'est très difficile de parler de ça, et surtout pour elles dans un milieu où il y a par exemple un homme, parfois s'ouvrir en raison des questions culturelles, en raison des questions de famille, il y a diverses explications pour ça, mais pour créer une ambiance qui les rende plus à l'aise, les activités qui sont comme de contact direct, on les conduit uniquement par les femmes et donc dans les espaces aussi de débat, on préfère pas seulement les femmes, mais les femmes immigrées, les femmes réfugiées, justement pour assurer ces lieux de parole, vous voyez. Ça, c'est une question très importante parce que pour nous, et moi je parle comme prof de portugais, le but, c'est de possibilités qu'elles parlent pour elles-mêmes, qu'elles puissent s'affirmer dans des différents espaces par où elles circulent, qu'elles puissent se comprendre comme femmes, comme migrantes, qu'elles puissent se reconnaître dans leur trajectoire, mais aussi dans cette société qui les reçoit. Donc, c'est un peu ça le propos. Parfait. Super. Ouais, mais il y a déjà, comme tu as dit, que vous avez beaucoup de personnes c'était en 2020, je pense, de personnes, donc le groupe, il a augmenté, les volontaires et tout ça, mais il y a un côté administration, les tuteurs, on dit? Bon, tutrice, maintenant, en fait. Mais... tutrice.
Oui, quand ça a commencé, en fait, on dit que le cours de portugais est devenu la porte d'entrée, parce que quand les femmes nous cherchent pour apprendre le portugais, on découvre d'autres besoins et comme ça, on a dû aussi amplifier les autres groupes d'action. Mais en fait, quand on a vu ce mouvement, on a reconnu qu'on devrait avoir des différentes coordinations de chaque groupe. Et comme moi, je suis depuis le début et que je faisais déjà toutes les questions pratiques, j'ai pris la coordination du cours de portugais. Donc, par exemple, chaque fois qu'on ouvre, qu'on fait des appels à des nouvelles volontaires, il y a un formulaire et moi et quelques autres personnes, nous faisons des analyses enfin, du parcours de ces femmes, de ce qu'elles veulent faire avec nous. Et on fait pareil pour les élèves qui s'inscrivent dans les cours. Donc, il y a des formulaires, on crée des entretiens, on fait des entretiens, pardon. Et donc, on a tout un système maintenant pour faire fonctionner ça. Et à l'intérieur du cours de portugais, je suis à la coordination et on a des représentants de chaque activité qu'on fait dans les cours et comme ça, enfin, il y a toute une dynamique. Les autres groupes ont dû faire pareil maintenant. Ils sont un peu plus petits, c'est-à-dire ils n'ont pas autant de personnes que le cours de portugais. Mais maintenant, comme une conséquence de ça, on a créé un nouveau groupe qui est de ressources humaines, justement pour pouvoir administrer tout ce qui se passe à l'intérieur du collectif. Ouais. Non, mais je demande ça justement parce que, bon, tu as dit que le groupe, il a augmenté et justement pour savoir si peut-être s'il y a de cadres, n'est-ce pas, pour des garçons, enfin des hommes, parce que, bon, le contact direct, c'est bien sûr et c'est complètement qu'on t'a expliqué, j'ai bien compris mais je dis pour les volontaires, hein, qui vont nous écouter, pour nos auditeurs. Super, pour nos auditeurs, on peut dire qu'ils peuvent toujours nous chercher, qu'il y a de la place pour tout le monde, même comme parfois peut-être, je ne sais pas, de conseillers ou sinon vraiment comme des participants plus actifs avec nous. Je remercie toujours tous les mouvements d'aide, de soutenance qu'on reçoit. Ouais. Alors, aujourd'hui, ça a été une rencontre. On a fait cette rencontre-là surtout pour parler, bien sûr, de toi, de ton parcours, de ton histoire et du collectif. Mais on sait que, on pourrait faire un autre épisode et si tu veux, on est toujours là. mais parce qu'on sait que tu as fait un master, n'est-ce pas? Tu as étudié justement les représentations sociodiscursives de migrantes et réfugiés au Brésil. Et bon, c'est un branche, n'est-ce pas? Une branche, je ne sais pas. Mais c'est une branche. Ouais, c'est un côté, n'est-ce pas, qui traverse complètement. C'est un sujet qui traverse ta vie complètement, n'est-ce pas? Bon, alors, on pourrait, je suis toujours, et moi, j'aimerais connaître un peu plus profondément ta recherche, ton master, mais aujourd'hui, pour nos auditeurs, d'une manière plus simple, d'une façon pour expliquer un peu quel a été ton travail au master. Bon, je crois fortement que le travail de recherche, le travail social marchent ensemble. Je pense qu'on a beaucoup de contributions à faire avec la société quand on fait attention dans nos études aux besoins ou aux demandes sociales. Et par contre, je pense que les questions sociales doivent être de plus en plus connues dans le milieu de l'université parce que parfois, il y a comme un abîme entre les deux et enfin, ça devient beaucoup plus réel quand on met un dialogue, ces deux côtés. Ma recherche du master, elle se propose à étudier les représentations sociales et discursives des immigrés et réfugiés dans les contextes contemporains au Brésil. Et je parle de quoi en fait quand je dis ça? Dans ma recherche, j'ai cherché comment les immigrés et réfugiés
sont représentés dans les documents et les instruments politiques officiels, soit les nationaux, soit les internationaux. Comment ils sont représentés par les grands médias au Brésil? J'ai pris quelques exemplaires et quelques exemples tout au long de 4 mois de 2 grands journaux de la presse mineira de Minas Gerais, mais qui sont représentatifs de la presse nationale. Et puis, je les ai confrontés, les 2 premières, celles des instruments politiques et des médias, à la manière dont les propres immigrés réfugiés veulent se représenter ou veulent être représentés. Donc, je fais des entretiens avec quelques immigrés réfugiés qui sont aussi des représentants de leur communauté, ici dans la région métropolitaine de Belo Horizonte, pour savoir comment ils se représentent eux-mêmes et comment ils aimeraient être représentés dans notre société. C'est une manière d'écouter pour pouvoir penser vraiment à ce qu'on peut faire comme société d'accueil pour les bien accueillir. C'est ça, en gros. Ah, c'est beau, hein? Tu étais déjà dans le... Mais tu as commencé le master avant le travail des Ciudadanos, hein? En même temps, après, comment ça a été Non. chronologiquement dans ta biographie qu'on va écrire bientôt? Bon, j'ai pris mon diplôme au début de 2017 et bon, avant de finir la fac, je fais une recherche en analyse du discours et j'ai découvert que ce domaine d'études m'attirait beaucoup l'attention. J'aimerais bien pouvoir continuer dans ce chemin, mais je n'avais pas un projet bien établi pour penser à un master. Même si j'avais l'intérêt déjà à continuer mes études, je n'avais pas un projet. Donc, je décidais d'arrêter les études et je fais ça dans une année. Et dans cette année, j'ai commencé ce travail avec les immigrés et les réfugiés. Et je pense que cette expérience pratique m'a fait apercevoir qu'il y avait vraiment comme un décalage. Parce que dans les collectifs, on lutte vraiment pour que les femmes gagnent plus d'espace de parole, plus d'espace de représentativité. Mais ce que je voyais partout, et j'étais déjà habituée à faire des analyses médiatiques en raison de ma recherche à la fac, ce que je voyais était complètement le contraire. Il n'y avait jamais des paroles des immigrés, des réfugiés, sinon une représentation remplie de clichés, de préjugés envers eux. Et donc, je pense que cette année a été vraiment spéciale pour moi parce que j'ai pu définir ce que je voulais chercher. J'ai bien aimé pouvoir faire ça. Et en fait, ma recherche du master était plus large de ce que je faisais dans les collectifs. Je n'ai pas beaucoup travaillé avec les questions d'enseignement et d'apprentissage. Je ne fais pas des études liées au genre, à la question de genre, mais ça m'a permis, par exemple, de mieux connaître les documents, les politiques. Donc, ça m'a élevée aussi dans ce sens. Et puis, enfin, j'ai pu voir dans la pratique comment ça marchait, en fait, et soutenir ce discours des femmes avec qui je travaille, qui veulent de plus en plus ces espaces de représentativité. Parfait. Très, très cool. Ouais. Et bon, on a fait une très belle conversation. On fait une très belle conversation maintenant et c'est beau parce que, en fait, maintenant, on a fait, bon, tu as parlé de ton parcours et puis du collectif. Et maintenant, on répond exactement on t'a repris exactement tu es parti en fait que c'est le langage en fait, n'est-ce pas? Donc c'est ce pouvoir en fait de complexe, n'est-ce pas, du cliché, mais aussi de pouvoir transformer à travers le langage, n'est-ce pas? Donc ouais, c'est très, 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 très beau. Oui, beau et important, le travail. Bravo déjà. Ouais. Et merci, hein, bravo et merci pour ce travail ici à Belo Horizonte.
Oh, merci à vous de m'aider à faire, de m'aider à faire diffuser ce travail parce que, en fait, il y a une auteure que j'apprécie beaucoup. Elle parle des questions d'interculturalité et enseignement. Et elle parle que pour la politisation des étudiants, et ici je transfère ça à des femmes immigrées et réfugiées, que cette politisation, elle dépend de l'apprentissage des langues, effectivement, mais d'une formation sociopolitique. Et puis, de l'éducation de l'entourage, c'est-à-dire de notre société, parce que nous ne sommes pas vraiment préparés pour recevoir des personnes qui sont différentes de nous, qui apportent de nouvelles valeurs, qui apportent de nouvelles cultures. Et donc, ce travail que vous faites, en fait, me permet d'essayer de contribuer ou de penser à ce troisième point qui est vraiment la diffusion et faire connaître un travail qui ne dépend pas uniquement de moi, qui dépend de beaucoup de personnes et qui profite bien des opportunités comme celles que vous me permettez d'avoir ici. On est toujours ouvert, hein, même pour toi et aussi pour les femmes, n'est-ce pas, les migrés. Donc, on est là, donc toujours disponible. Quand tu veux, merci. tu veux. Merci. Bon, et Barbara, et pour l'avenir, quels sont tes projets, les projets du collectif et tout? D'accord. Bien sûr que pour les collectifs, on veut atteindre de plus en plus de femmes et on veut élargir de plus en plus notre mouvement social, être en contact avec d'autres mouvements de femmes, avec d'autres groupes de personnes engagées avec des causes sociales. Donc, pour nous, c'est fantastique. Donc, pour l'année prochaine, mon intention, c'est de reprendre ce contact humain plus proche à partir de cours présentiels, mais aussi de pouvoir développer de plus en plus ce système de fonctionnement du cours pour atteindre d'autres femmes. Et personnellement, je vais commencer mon doctorat l'année prochaine. Ça me rend très, très contente d'avoir cette perspective l'année prochaine parce qu'en fait, de cette expérience de 2020-2021, on a eu beaucoup de défis et je peux apercevoir beaucoup de questions qui ne sont pas encore répondues parce qu'elles demandent beaucoup d'efforts collectifs et sociaux. Et donc, je veux apporter ça pour ma recherche et maintenant, tourner mon regard vers la question des migrations et du féminisme et des femmes. Je veux associer les études de migration et genre. Il y a déjà qui fait ça dans les collectifs même, mais maintenant en pensant à des pratiques d'éducation, donc quelles sont toutes les questions associées à des conditions de vie des femmes, associées à des conditions de vie des immigrés. On parle d'intersectionnalité des différentes catégories, donc comment ça influence les études, le processus d'apprentissage et au contraire, comment le processus d'apprentissage aide dans ce processus d'auto-représentation. Donc, c'est un peu comme ça. Et j'espère beaucoup pouvoir contribuer un peu plus au cours de portugais en cherchant ça et le contraire, j'espère pouvoir montrer de plus près la réalité du collectif dans l'université aussi. Enfin, c'est ça. Mon Dieu, j'ai la chair en poule, c'est vrai, hein, mais c'est vraiment merci. joli. Et bon, mes Merci. félicitations aussi pour le doctorat, parce que je sais que c'est récent, n'est-ce pas? C'est récent, ça Et fait bon, comme c'est 2 semaines. Ouais. Bravo. Hein. Grand merci. Mille merci à vous. Vraiment, pouvoir parler dans ce podcast que j'accompagne me rend vraiment très, très contente. Et pour nous, que nous sommes femmes déjà. Oui, c'est vrai.
Et bon, on a bavardé et on pourrait continuer quoi, des heures, mais on sait que tu as beaucoup de Oui. travail. On sait que tu as beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Oh, T'as ouais, toujours, bon. mais bon, on avance déjà à la fin et on voudrait savoir s'il y a une question bon, qu'on n'a pas faite et que tu veux répondre ou un point spécifique. Je pense que c'est bon, j'ai beaucoup parlé. Si vous me laissez parler, je reste des heures. Je pense qu'ici, on a bien parlé de tout. Enfin, Et on merci reste pour des cette heures ouverture. en t'écoutant. Hein. Oh, Oui, merci, c'est gentil. très bien. C'est vraiment gentil. C'est parfait. Bon, alors on passe à la toute dernière question que normalement fait partie de notre podcast. Alors, Barbara, qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Comment tu vas farcir notre pain? Ah, super, super. Bon, nous sommes en train de développer un épisode de podcast. Et donc, je vous suggère un autre podcast que j'adore. C'est un podcast français qui s'appelle La Poudre. C'est un podcast qui produit des épisodes, qui sort des épisodes depuis 2016 et qui est réalisé par Laurent Bastide, une femme féministe, activiste aussi pour les droits des femmes. Et elle invite toujours des écrivaines, des artistes, des chercheuses, des militantes qui se racontent et qui représentent un peu ce mouvement des luttes féministes et antiracistes contemporaines. Donc, je pense que ça a tout à voir avec ce que je présentais aujourd'hui et en plus c'est en français, ce sont de francophones, parfois des invités qui sont traduites, interprétées. Et bon, je pense qu'il y a des sujets vraiment intéressants parce que l'univers d'action de ces femmes est vraiment très large. Donc, c'est ma première indication. Et si vous me permettez, j'aimerais bien rappeler nos réseaux sociaux pour que nos auditeurs nous suivent, les réseaux sociaux de Ciudaterra. Donc, nous sommes sur Facebook et Instagram comme @Ciudaterra Migrantes. Après, je peux vous envoyer les liens. Et aussi, vous raconter que récemment, les femmes migrantes du collectif ont fini un projet qui, en fait, est sorti à ce moment. Donc, il y a comme 2 semaines qu'on a commencé à avoir des événements pour la présentation de ce projet qui s'appelle Art et Sororité sans frontières. C'est un projet qui a été développé tout au long de la dernière année. On a réussi le Fonds municipal pour la culture. Et donc, ces projets, il envisage à présenter les savoir-faire des femmes migrantes qui vivent à Belo Horizonte. Et donc, on a créé un site Internet pour présenter comme des cartes affectives, des chronologies collectives et des vidéolettres qui présentent le travail artistique de ces femmes de différentes régions du monde et qui est vraiment très riche, très beau à regarder. Donc, si vous nous suivez aussi sur les réseaux sociaux, vous voyez aussi des événements pour présenter la création du site, de tout ce travail très beau. Ah, mais que c'est beau. C'est par la loi Aldir Blanc, c'est ça? Exactement, c'est ça, c'est ça. On a réussi en fond l'année dernière. Et tout au long de cette année, les femmes ont développé, c'est un grand nombre de femmes, ce sont plusieurs femmes de partout dans le monde, mais qui vivent au Brésil et qui sont des artistes, de vrais artistes de différents domaines et qui présentent leur travail et qui a été réuni et mis sur ce site Internet qui s'appelle en portugais Arte e Sororidade Sem Fronteiras. Merci. Parfait, très bien. Mais bon, pour ceux qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, sur notre Instagram, on va faire des posts avec ces projets, les indications de Barbara. On va taguer Ciudaterra. Donc, vous pouvez, à partir de notre post, suivre le projet Ciudaterra, offrir sponsoriser le projet ou offrir pour y travailler en tant que bénévole et tout. Hein?
C'est Bon, ça, je pense que merci. c'est ça, hein? Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Barbara. Ça a été très, Merci. très beau de t'écouter même. C'est un projet merveilleux, très nécessaire. Merci à vous. Voilà. Ça a été très, Merci très pour ta bon. disponibilité, pour ton temps, Oh. pour parler avec nous. Et bon, on a beaucoup aimé. En fait, je pense que il y a un côté vraiment personnel, n'est-ce pas? Bon, on diffuse, mais on est super Pour touchés, moi en fait. Moi, je suis super touchée. Et donc, ça modifie un peu notre regard, n'est-ce pas? Donc, parce que là, je pense toujours, ah mon Dieu, mais il y a beaucoup de choses à faire et donc comment est-ce que je peux participer, comment est-ce que je peux faire, enfin, ouais, parce que c'est vrai, c'est un travail de transformation, n'est-ce pas, de la société, enfin, et c'est Oui. très très beau. Merci. Voilà. Ça Et me pour... fait vraiment plaisir. Bon, voilà. Et pour ceux qui nous accompagnent jusqu'à ces moments-là, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Suivez-nous sur Instagram aussi, @bonfrancaispodcast pour des contenus exclusifs. Et voilà, à la prochaine. Bisous. À la prochaine. Ciao. Ciao. Salut. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine.